Vous êtes-vous déjà demandé si le symbole que nous avons l'habitude de considérer comme l'incarnation de la démocratie et de la liberté pouvait en réalité être le monument de la plus grande falsification de l'histoire de l'humanité? On nous a menti toute notre vie sur l'origine de la Statue de la Liberté. Les manuels d'histoire, les guides de voyage, les documents officiels, tous répètent le même mantra appris par cœur à propos du cadeau de la France pour le centenaire de l'indépendance des États-Unis d'Amérique. Mais, et si je vous disais que ce colosse de cuivre et d'acier n'aurait physiquement pas pu être construit de la manière dont on nous le décrit? Et si les ingénieurs du XIXe siècle s'étaient attribué les mérites d'une civilisation qu'ils ont eux-mêmes contribué à effacer de la surface de la Terre? Préparez-vous, car aujourd'hui, nous allons détruire les fondations de l'histoire officielle. Et il n'y aura plus de retour en arrière. Regardez attentivement ce monument. Mettez de côté la romance de l'amitié entre les peuples et examinez les faits avec les yeux d'un ingénieur, d'un métallurgiste et d'un logisticien. Nous avons devant nous une construction de 93 mètres de haut, dont le poids total s'élève à 254 tonnes. La version officielle stipule que la structure de cette dame géante a été conçue par nul autre que Gustave Eiffel, le même créateur de la célèbre tour à Paris. Cela semble convaincant, n'est-ce pas? Une marque, un nom, une autorité. Mais creusons plus profondément, là où se cache le diable, dans les détails du processus de fabrication et de la métallurgie de l'époque. On essaie de nous convaincre que dans les années 1880, alors que l'industrie métallurgique commençait tout juste à passer de la production artisanale à l'échelle industrielle, les ingénieurs ont facilement créé une structure porteuse extrêmement complexe, capable de supporter des charges de vent colossales dans le port de New York. Mais voici le premier fait inconfortable, celui qui fait tiquer les historiens. Il s'agit de l'acier lui-même et du fer forgé. Pour créer une telle structure, il ne fallait pas simplement du minerai, il fallait une technologie de production d'acier de qualité homogène, en masse et sans interruption. Rappelez-vous ce qu'était le procédé Bessemer et les fours Martin Siemens. Dans les années 70 et 80 du XIXe siècle, ces technologies étaient capricieuses, coûteuses et loin d'être omniprésentes. L'acier était un matériau destiné aux produits d'élite, aux armes, aux outils, mais pas pour être coulé par milliers de tonnes dans les structures de statues qui seraient soi-disant offertes gratuitement. L'analyse des données d'archives sur la production d'acier en France pendant cette période révèle d'étranges anomalies. Les volumes de production ne correspondent pas aux échelles de construction annoncées, qui étaient menées simultanément des deux côtés de l'Atlantique. D'où venait ce métal? Où étaient ces usines gigantesques, capables de couler et de laminer de telles poutres avec une géométrie parfaite? On nous montre des photographies en noir et blanc, où des hommes moustachus en chapeau melon posent devant des fragments isolés. Mais avez-vous déjà remarqué que sur ces photos, le processus même d'assemblage des éléments porteurs en temps réel n'est presque jamais visible? Nous voyons des pièces déjà prêtes, posées au sol, ou une structure déjà assemblée dans des échafaudages. Où sont les étapes intermédiaires? Où est la preuve photographique de la manière dont ces poutres de plusieurs tonnes étaient hissées en hauteur sans grue hydraulique, en utilisant seulement des treuils primitifs et des cordes de chanvre? Imaginez la physique du processus. Soulever une poutre pesant plusieurs tonnes à une hauteur de 50 mètres par grand vent venant de la baie, en utilisant des échafaudages en bois et une traction manuelle. C'était une attraction mortelle, qui aurait dû coûter la vie à des centaines d'ouvriers. Mais dans les rapports, le silence. Aucune tragédie de masse, aucune défaillance technique. Tout s'est déroulé sans accroc, comme s'il montait un jeu de construction en plastique et non pas une structure mégalithique en métal. Et c'est ici que nous abordons la question principale, celle qui fait douter de la datation. Et si la structure n'avait pas été construite à la fin du XIXe siècle? Et si Gustave Eiffel et le sculpteur Bartholdi n'avaient pas créé la statue de toutes pièces, mais s'étaient occupés de quelque chose de tout à fait différent? Regardez la structure même de la charpente. Ce n'est pas qu'un simple support,
c'est un treillis d'ingénierie extrêmement complexe qui ressemble étrangement aux technologies que nous n'avons commencé à redécouvrir qu'au milieu du XXe siècle. Le principe de la façade rideau, où l'enveloppe extérieure ne supporte pas de charge mais est suspendue à une âme interne, est devenu une norme de la construction de gratte-ciel bien plus tard. Comment ont-ils pu y penser à l'époque, alors que le matériau de construction principal pour les bâtiments de grande hauteur restait encore la brique et la pierre? Il existe une version qui explique toutes ces incohérences par un terrible coup de vérité. La Statue de la Liberté n'est pas une création nouvelle du XIXe siècle. C'est un objet remanié, restauré, d'une époque bien plus ancienne. Une époque où le travail du métal et les constructions gigantesques étaient monnaie courante, et non un exploit. Les ingénieurs du XIXe siècle n'ont pas inventé l'acier là où il ne pouvait pas exister. Ils l'ont trouvé. Ils ont découvert une charpente qui avait survécu à une catastrophe ayant détruit une civilisation passée. Et leur tâche n'était pas de construire, mais de masquer. Revêtir de plaques de cuivre un squelette ancien, lui donner l'apparence d'une déesse antique et le faire passer pour une prouesse de l'industrie moderne. Vous demanderez pourquoi un mensonge si complexe? La réponse est simple et cynique. Pour masquer le fait même de l'existence de technologies qui surpassaient les machines à vapeur et les foyers à charbon. Reconnaître que cette structure se tenait là bien avant l'arrivée des premiers colons, cela reviendrait à annuler toute la chronologie officielle. Cela reviendrait à admettre que nous vivons sur les ruines d'un grand monde qui a été effacé. Et la Statue de la Liberté, ce n'est pas un symbole du nouveau monde, mais la pierre tombale de l'ancien. Mais le squelette n'est que la partie émergée de l'iceberg. Abaissons notre regard sur ce sur quoi repose cette statue. Le piédestal de granit et, plus important encore, le Fort Wood, qui a la forme d'une étoile à 11 branches. Croyez-vous vraiment qu'une forme géométrique aussi complexe a été créée pour défendre le port contre des navires en bois? Les forteresses étoilées sont dispersées partout dans le monde, et leur orientation, leur structure, indiquent une toute autre fonction. Ce n'est pas une fortification, c'est de l'énergie. Et la Statue de la Liberté, se tenant au centre de cette étoile, avec sa torche levée vers le ciel, ressemble plus à un dispositif technique, à un résonateur ou à un émetteur qu'à un monument. Mettons la poésie de côté et prenons une calculatrice, car ce sont les chiffres qui sont l'ennemi le plus impitoyable de l'histoire officielle. On nous dit que la Statue de la Liberté était un don du peuple français aux États-Unis d'Amérique. Cela sonne noble, mais examinons le contexte économique de l'époque. La France venait de subir une défaite humiliante lors de la guerre franco-prussienne de 1870-1871. Le pays était ruiné, l'économie était en lambeaux, Paris avait traversé une commune sanglante, et le coût de l'État était alourdi par une gigantesque indemnité de guerre qu'il fallait payer à l'Allemagne. Et à ce moment de crise nationale totale et de misère, les Français trouvent soudain des fonds colossaux pour couler des centaines de tonnes de cuivre et d'acier, payer le travail de centaines d'ingénieurs et d'ouvriers hautement qualifiés, louer des navires et envoyer un monument gigantesque outre-Atlantique. C'est une absurde économique. Aucune collecte populaire à coups de centimes, dont les guides touristiques aiment parler, n'aurait pu couvrir des dépenses d'une telle ampleur. Il s'agit de millions de francs en valeur de l'époque. C'est comme si aujourd'hui, un pays en défaut de paiement et en guerre civile décidait soudain de construire et d'offrir une station spatiale au continent voisin. La logique suggère qu'il n'y a eu aucune construction à partir de zéro. Il y a eu seulement une opération de légalisation d'un objet déjà existant, pour laquelle, effectivement, de l'argent était nécessaire, mais en volume beaucoup plus faible, pour la restauration, le transport d'éléments décoratifs isolés et une campagne de relations publiques à grande échelle. Passons maintenant à l'aspect technique de la question.
à savoir le piédestal. Vous êtes-vous déjà demandé sur quoi repose réellement cette dame? Les données officielles indiquent que la base en béton de la statue pèse 27 000 tonnes. Réfléchissez à ce chiffre. 27 000 tonnes de béton. On nous dit que c'était le monolithe de béton le plus massif créé à cette époque. Mais permettez-moi de demander, comment? Dans les années 80 du 19e siècle, il n'existait pas de bétonnières montées sur des châssis de camions. Il n'y avait pas d'usine de béton automatisée avec contrôle informatique du mélange. Le béton était mélangé pratiquement à la main ou à l'aide de machines à vapeur primitives. Pour couler un tel volume de monolithe sans joint froid, qui aurait inévitablement conduit à la destruction de la structure sous le poids de la statue, une alimentation continue du mélange 24 heures sur 24 pendant de nombreux mois est nécessaire. Où est la logistique d'approvisionnement en sable, gravier et ciment? Dans le port de New York, sur une île où tout doit être livré par barge, c'est un cauchemar logistique qui, même aujourd'hui, serait une tâche extrêmement complexe. Et à l'époque, les archives sont silencieuses sur la flottille de barges qui aurait dû circuler 24 heures sur 24 entre l'île et le continent. Il n'y a pas de facture pour l'achat de tel volume de ciment. D'où est-il venu? Peut-être que ce monolithe de béton n'est pas du tout une construction du 19e siècle, mais une fondation ancienne, dont la qualité surpasse tellement les marques de béton modernes qu'il a simplement été décidé de l'utiliser comme base prête à l'emploi. Allons plus loin. L'enveloppe de cuivre. L'épaisseur des feuilles de cuivre n'est que de 2,4 mm. On nous dit que 301 feuilles de cuivre ont été forgées à la main par martelage. Les maîtres auraient prétendument frappé les feuilles avec des marteaux, leur donnant forme selon des gabarits en bois. Imaginez le volume de travail. 31 tonnes de cuivre, laminées en feuilles très fines, qui devaient ensuite être parfaitement ajustées les unes aux autres à une hauteur de 90 mètres. Toute erreur de géométrie d'1 millimètre en bas entraînerait un écart des joints de plusieurs mètres en haut. Cela exige une précision mathématique inaccessible pour une méthode manuelle à l'œil. De plus, le cuivre et le fer de la charpente forment une paire galvanique. Au contact de l'environnement marin salé, ils auraient dû se détruire mutuellement par corrosion en quelques décennies. Les ingénieurs auraient soi-disant prévu cela et posé des joints isolants en amiante imprégnés de gomme laque. Croyez-vous qu'au XIXe siècle, les ouvriers aient pu isoler manuellement des milliers de points de contact avec une telle qualité que la statue a tenu sans réparation majeure de sa charpente pendant près de 100 ans, jusqu'aux années 80 du XXe siècle? C'est impossible. Une isolation manuelle d'une telle ampleur aurait inévitablement échoué, et la statue aurait dû s'effondrer à cause de la corrosion de sa charpente avant même la Première Guerre mondiale. Mais elle tenait. Et ici surgit un autre aspect démographique et social. Qui a construit cela? Le New York de l'époque est une ville d'immigrants, de main-d'œuvre bon marché et non qualifiée. Des Irlandais, des Italiens, fuyant la faim et la misère. C'étaient des manœuvres, prêts à creuser des fossés, mais pas des ingénieurs monteurs de la plus haute classe, capables de travailler avec une telle précision en hauteur. Où sont ces milliers de spécialistes hautement qualifiés? Leurs noms ne figurent pas dans l'histoire. Nous connaissons le nom d'Eiffel, le nom de Bartholdi, mais nous ne connaissons pas les noms des chefs de chantier, des contremaîtres, des responsables de section. Pourtant, cela aurait dû être l'élite du corps des ingénieurs. Pourquoi sont-ils silencieux à leur sujet? Parce qu'ils n'existaient pas. L'histoire officielle passe également sous silence les étrangetés du transport. La statue aurait été démontée à Paris, emballée dans 214 caisses et expédiée sur la frégate Isère. Mais si vous examinez les plans des cales des navires de l'époque et que vous les comparez au volume des caisses nécessaires pour transporter des pièces aussi courbées et volumineuses, vous constaterez qu'elles n'auraient tout simplement pas pu y tenir sans grave déformation. Transporter du cuivre fin martelé dans des caisses en bois à travers l'Atlantique en pleine tempête, c'est de la folie.
la moitié de la cargaison se serait transformée en ferraille. Il est beaucoup plus logique de supposer que personne n'a rien transporté. L'objet se trouvait sur place. Il a simplement été redécouvert. Parlons de ce que tient cette géante dans sa main, la torche. On nous déclare officiellement que la Statue de la Liberté a été le premier phare électrifié au monde. Pensez à cette phrase. 1886. L'ère de l'électricité ne fait que commencer. Thomas Edison venait de lancer sa première centrale électrique sur Pearl Street, qui desservait à peine quelques pâtés de maisons du bas de Manhattan, tombant constamment en panne et surchauffant. Et soudain, au milieu de l'eau, sur une île isolée, s'allume un puissant faisceau électrique, visible à des dizaines de kilomètres. La documentation technique officielle de l'époque est un recueil de contes pour les naïfs. On nous dit que l'alimentation se faisait par un câble sous-marin. En 1886, les technologies d'isolation des câbles sous-marins à haute tension en étaient alors à leur balbutiement. L'eau de mer, un milieu salin, agressif, les contraintes mécaniques constantes des courants. Tout ingénieur électricien vous dira qu'un tel câble, posé avec les technologies de la fin du 19e siècle, se serait transformé en court-circuit en une semaine. Mais le flambeau brillait. Et il brillait de telle sorte que cela inspirait la terreur aux habitants. Des témoignages de capitaines de navires et de gardiens de port subsistent, se plaignant que la lumière de la statue était surnaturelle et aveuglante. Elle ne ressemblait pas à la lumière chaude des lampes à incandescence, ni même à la lumière vive des lampes à arc de l'époque. C'était une lueur froide et perçante, qui se comportait étrangement. Elle ne se dispersait pas dans le brouillard comme une lumière ordinaire. Des milliers d'oiseaux qui passaient tombaient morts, comme s'ils étaient frappés par un rayonnement invisible, et non simplement par un obstacle. La science officielle a attribué cela à la luminosité. Mais, et si le flambeau n'était pas une ampoule? Il existe une théorie, corroborée par l'analyse des matériaux, selon laquelle le flambeau original, qui, soit dit en passant, a été remplacé en 1986 et se trouve maintenant au musée, afin que personne ne puisse l'étudier en état de fonctionnement, n'était pas du tout un dispositif d'éclairage. C'était un condensateur atmosphérique. Un dispositif pour collecter l'électricité libre de l'éther. Une technologie que Nikola Tesla a si désespérément tenté de faire revivre. La statue elle-même est une antenne gigantesque. Regardez sa construction. Une enveloppe de cuivre, un conducteur idéal, isolée du sol par un piédestal de granit, avec un noyau de fer à l'intérieur. C'est le schéma classique d'un résonateur. Les autorités du 19e siècle n'ont pas construit ce générateur. Elles l'ont trouvé. Et leur principal problème était qu'elles ne savaient pas comment l'éteindre ou comment le contrôler. Cette électrification de 86 n'était pas une connexion de la statue au réseau, mais une tentative de la faire taire, d'en prendre le contrôle et de faire passer le fonctionnement d'un ancien dispositif pour une prouesse de la science moderne. Ils ont inséré leurs ampoules primitives à l'intérieur d'un nœud technologique extrêmement complexe pour masquer la véritable lueur de l'air ionisé autour du sommet. C'est précisément pourquoi le flambeau original était si corrodé et nécessitait un remplacement. Il a simplement brûlé à cause des surcharges, fonctionnant dans un mode que nos ingénieurs ne pouvaient même pas concevoir. Et maintenant, regardez le visage de la statue. La légende officielle veut que le sculpteur Bartholdi se soit inspiré du visage de sa mère. Sérieusement? Avez-vous vu les portraits de sa mère? C'est un type complètement différent. Le visage de la statue présente des traits sévères, acérés, presque masculins. Une mâchoire large, un nez grec droit, un cou puissant. Ce n'est pas le visage d'une femme incarnant la liberté, c'est le visage d'un dieu antique. Et nous avons un suspect concret, le dieu soleil, Hélios ou Apollon.
Comparez la statue aux anciennes représentations du colosse de Rhodes. La même couronne de rayons sur la tête, les mêmes 7 rayons. Officiellement, on nous dit que les 7 rayons symbolisent les 7 mers et les 7 continents. Mais c'est un mensonge inventé après coup. Dans la tradition antique, les rayons autour de la tête sont le signe d'une divinité solaire, régissant l'énergie des cieux. Les ingénieurs du passé savaient ce qu'ils faisaient. Cette statue était une structure technique dédiée à l'énergie, au soleil et à la lumière au sens physique et non métaphorique. Et ici, nous arrivons à une autre incohérence que les historiens évitent soigneusement. L'escalier en colimaçon à l'intérieur, une double spirale. Avez-vous déjà essayé de le monter? C'est un espace étroit, inconfortable, claustrophobe. On nous dit que cela a été fait pour les touristes. Mais pourquoi concevoir une attraction touristique de telle sorte que 2 personnes aient du mal à se croiser? La réponse est simple. Ce n'est pas un escalier pour les humains. La double spirale est une forme qui convient parfaitement à la transmission d'ondes. En technique, on appelle cela un guide d'ondes. Les marches ont été ajoutées plus tard, incrustées de manière barbare dans une structure qui était initialement destinée à la circulation d'un flux énergétique et non visite scolaire. Toute l'ergonomie interne de la statue crie qu'elle n'est pas destinée à abriter des organismes biologiques. Il n'y a pas de ventilation, elle a été percée plus tard. Il y a une acoustique monstrueuse qui rend fou. Il y a des vibrations constantes par vent fort qui plongent une personne dans un état de panique. C'est une machine gigantesque, recouverte de cuivre. Mais la découverte la plus terrible nous attend si nous comparons les dates de construction avec les effondrements démographiques mondiaux. Nous abordons un sujet qui explique d'où vient la structure prête à l'emploi et pourquoi la population américaine, au milieu du 19e siècle, se comportait si étrangement, comme si elle colonisait des villes fantômes vides. Avez-vous déjà examiné des photos panoramiques de New York de la fin du 19e siècle avec une loupe? Faites-le, et une froideur collante vous envahira. Sur les photographies, datées des années de construction de la Statue de la Liberté, nous voyons une ville fantôme. De larges avenues, des bâtiments monumentaux en pierre et en briques, une infrastructure prête qui, par sa complexité, n'est pas inférieure à la moderne. Mais dans les rues, le vide. On nous dit que c'est l'effet de la longue exposition des vieilles caméras. Les gens se déplaçaient trop vite et la pellicule n'avait pas le temps de les fixer. C'est un mensonge pour les dilettantes. Tout photographe vous dira que même avec une exposition de 5 minutes, une foule en mouvement laisse des traces fantomatiques, des silhouettes floues, un voile sur l'image. Mais sur ces clichés, les pavés sont aussi propres qu'une table d'opération. Pas de chevaux, pas de chariots, pas de marchands, pas de l'agitation propre à une mégalopole. La ville est entièrement prête, mais morte. Et au milieu de ce silence, sur l'île, se déroule prétendument la grande construction du siècle. À qui est-elle utile? Qui l'amène si la ville est vide? Tournons-nous vers les statistiques et la démographie brute, qu'il est impossible de falsifier aussi facilement que les manuels d'histoire. En 1880, la population de New York était d'un peu plus d'1 million d'habitants. Maintenant, comparez cela au volume de logements et de fonds industriels qui existaient déjà à l'époque. Les calculs d'ingénierie de la capacité des égouts, du système d'approvisionnement en eau et de l'aménagement des rues montrent que la ville a été conçue et construite avec une réserve pour 5 à 7 millions d'habitants. Quel investisseur fou du 19e siècle investirait des milliards dans une infrastructure pour une population qui n'existe pas encore? Qui construit des collecteurs de plusieurs mètres de diamètre pour une ville où la majorité vit prétendument dans des taudis en bois? La réponse est terrifiante. Cette ville n'a pas été construite par eux. Ceux que nous appelons les premiers colons et les bâtisseurs sont arrivés sur un terrain déjà prêt.
Ils n'étaient pas des architectes, mais des pillards et des locataires, s'installant dans des jungles de pierres vides, vestiges d'une civilisation précédente. C'est là que réside la clé de l'impossible charpente de la Statue de la Liberté. Elle faisait partie de ce complexe initial. Les nouveaux maîtres de la vie ont simplement déterré et restauré ce qui avait survécu à la catastrophe mondiale. Regardez les gravures de ces années-là. Partout des montagnes de boue, d'argile, des premiers étages de bâtiments enfouis, ce que l'on appelle la couche culturelle, qui obstrue étrangement les fenêtres et les portes. Tout New York était en train d'être déterré, et la statue, très probablement, était également en cours de nettoyage, débarrassée de ses couches de sédiments et d'oxyde. Et maintenant, le plus effrayant, les gens. Où sont passés les bâtisseurs de ces géants? Les pyramides démographiques du milieu du 19e siècle aux États-Unis présentent des lacunes monstrueuses. Une énorme pénurie de population masculine adulte officiellement attribuée à la guerre civile. Mais les pertes de guerre, même selon les estimations les plus exagérées, ne couvrent pas le déficit de main-d'œuvre qualifiée qui aurait dû survenir. Nous avons des millions d'enfants, des trouvés, qui ont été massivement distribués dans les fermes et les usines. Mais nous n'avons pas la génération des pères maîtres. Cela ressemble à une scène post-apocalyptique classique. Une catastrophe s'est produite, appelons-la la grande réinitialisation ou le déluge. Le terme n'a pas d'importance, le fait est important. Qui a anéanti la population adulte ou l'a forcée à quitter les villes. Il ne restait que des enfants et des ruines. Et le nouveau pouvoir, l'élite, arrivé sur ces terres, a commencé le processus d'appropriation de l'histoire. Il leur fallait expliquer aux survivants et aux migrants nouvellement arrivés d'où venaient ces bâtiments majestueux et cette statue gigantesque. Ainsi naquit la légende des ingénieurs de génie et du cadeau de la France. Il leur fallait inventer des technologies après coup. Comment avons-nous construit cela? Eh bien, nous l'avons forgé à la main. Et le béton, nous l'avons mélangé à la pelle. Plus le mensonge est éhonté, plus il est facile à croire. La Statue de la Liberté est devenue un symbole de la légitimation du nouveau pouvoir sur l'ancien monde. Elle disait en quelque sorte, « Nous sommes les maîtres ici, nous l'avons construite ». Alors qu'en réalité, ils ont simplement repeint la façade d'un palais étranger. Faites attention aux vieilles photos de l'inauguration de la statue. La foule en bas ressemble à des fourmis devant un vaisseau spatial. Leurs vêtements, leur transport, leur technologie contrastent fortement avec la qualité d'exécution du monument lui-même. C'est une dissonance des niveaux de développement. Le fossé technologique entre les créateurs de la statue et ceux qui sont venus à l'inauguration est de plusieurs centaines d'années. Nous voyons une civilisation de calèches et de chaudières à vapeur se tenant au pied d'une civilisation d'électricité et de matériaux composites. De plus, regardez la cérémonie officielle de pose de la première pierre en 1884. Ce n'était pas un événement d'État au sens habituel. Le rituel était dirigé par William Brodie, grand maître de la Grande Loge maçonnique de l'État de New York. C'est un fait historique qui n'est même pas caché, mais pas non plus mis en avant. Pourquoi le symbole d'une nation était-il l'affaire d'une organisation secrète, semi-religieuse, avec ses rituels et ses secrets? Parce qu'il ne construisait pas un monument à la démocratie, il sacralisait le retour du contrôle sur un ancien objet. La plaque sur le piédestal indique toujours que la première pierre a été posée par les francs-maçons. C'est leur sceau, un signe de propriété qui nous dit « Vous ne voyez que l'enveloppe, nous possédons l'essence ». Et un autre détail qui tourmente les chercheurs réalistes, les rivets. Environ 300 000 rivets ont été utilisés dans la construction de la statue. Au XIXe siècle, c'était un travail manuel infernal. Chaque rivet devait être chauffé au rouge, inséré, puis martelé. C'était du bruit, de la fumée, des brûlures et des mois de travail. Où sont les mémoires de ces ouvriers?
Où sont les lettres à la maison? Chère Mary, aujourd'hui j'ai rifté la 30e feuille sur la jambe du géant. Les archives sont vides. Pas de journaux intimes, pas de souvenirs des gars ordinaires qui auraient érigé cette merveille. Ce silence est plus assourdissant que n'importe quelle explosion. Cela signifie une chose. Soit les ouvriers n'existaient pas du tout, soit le processus était tellement automatisé ou secret qu'aucun témoin n'a été laissé. De plus, il existe un aspect purement physiologique qui détruit toute la version officielle. Travailler avec des rivets chauds à l'intérieur d'une statue métallique creuse qui, sous le soleil d'été, chauffe comme un four, garantit une invalidité pour toute personne. Surdité due au vacarme constant dans un circuit fermé, coup de chaleur, empoisonnement par les vapeurs métalliques lors du chauffage. Les rapports des hôpitaux new-yorkais de l'époque auraient dû enregistrer une forte augmentation des admissions d'ouvriers souffrant de traumatismes professionnels caractéristiques. Où sont les poursuites contre les entreprises de construction? Où sont les grèves syndicales, qui prenaient déjà de l'ampleur à l'époque? Elles n'existent pas. Les statistiques médicales et juridiques de la ville sont absolument stériles. C'est une autre preuve indirecte, mais accablante, que soit une technologie de jonction des métaux complètement différente, silencieuse et froide, comme la soudure moléculaire, aujourd'hui perdue, a été utilisée, soit cet objet a toujours été là, et les acteurs engagés n'ont fait qu'imiter une activité intense pour les journalistes, martelant des marteaux sur des joints déjà finis et monolithiques. Et ces copies réduites de la statue qui se trouve à Paris. On nous dit que c'était des essais avant la création de l'original. Mais la logique suggère le contraire. Ce sont des tentatives de rétro-ingénierie, un culte de la cargaison du 19e siècle. Les ingénieurs d'Eiffel ont tenté de copier la technologie trouvée, de créer ces modèles réduits pour comprendre le principe de fonctionnement de l'électricité atmosphérique ou de la stabilité structurelle. Mais ils n'ont obtenu que des statues sans vie. Ils ont pu reproduire la forme, mais pas le contenu. L'original à New York est une machine en état de marche. Les copies à Paris ne sont que de la ferraille. Une tentative d'imiter des dieux dont les technologies ont été perdues.